Alors, je vous propose, je vais aller vite parce que je pense que tout le monde est fatigué. Donc, je vous propose en fait deux manières d'enseigner les injustices environnementales aux États-Unis. Alors, une assez classique, mais nécessaire à mon sens, qui est à travers la réalisation d'un croquis de synthèse, et puis une autre via l'organisation d'un jeu de rôle. Donc, deux modalités d'enseignement très différentes, mais bien sûr complémentaires. Donc, on va commencer par le croquis de synthèse. Donc je fais le choix en fait de proposer la réalisation d'un croquis à une autre échelle que celle que j'ai majoritairement déployée dans la partie scientifique, parce qu'il est intéressant en fait de montrer à des élèves ou étudiants que les enjeux dont on a parlé jusqu'alors sont cristallisés en fait à une échelle plus locale. Et en fait, on retrouve, ça veut dire qu'en fait on retrouve de part et d'autre du parc national de Glacier tout un dispositif territorial. En fait, qui permet d'appliquer les éléments d'analyse qu'on a apportés jusque-là. Et en fait, ce changement d'échelle, alors ça n'a pas juste pour objectif de parler d'échelle parce qu'on aime beaucoup faire ça en géographie, c'est aussi parce qu'en fait, ça permet de faire percevoir aux élèves ou aux étudiants en fait, toute la violence qui peut être vécue localement lorsque, à quelques miles de soi seulement, nos voisins n'ont absolument pas les mêmes conditions de vie. Et en fait, c'est un croquis de synthèse celui que je vous montre, c'est un croquis que j'ai proposé lors de conférences que je fais justement en lycée pour les terminales AG GSP. Qui permet de parler à la fois de l'environnement aux États-Unis et de faire un peu de méthodologie du croquis et d'essayer de leur donner envie de venir en L1 géographie à l'université de Limoges. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que je présente successivement les grandes parties du croquis qui correspondent aux trois grandes parties de la présentation, toujours trois, vous avez remarqué, et ce qui permet en fait de faire apparaître progressivement les strates successives de l'analyse et de reproduire cette gradation là du regard dont je vous ai parlé en introduction et de montrer aussi la nécessité qu'on a en géographie de nuancer l'approche toujours, de changer d'échelle et d'apporter des compléments d'analyse et qu'en fait qu'il faut structurer cette manière de fonctionner. J'ai volontairement fait un croquis avec des traits très simples, voire très peu esthétiques. Il n'est pas très beau, je trouve, mais l'idée c'était de le montrer. Et je l'ai fait en fait, il est pas très beau parce que c'est un croquis que je leur ai fait en direct aussi. En fait, que je faisais en direct avec eux. Même si là j'ai mis une légende tapée ensuite pour que vous voyez mieux, mais pour montrer que ce type d'exercice est tout à fait accessible. Donc j'explique d'abord que l'étude de cas qui nous intéresse concerne un territoire au nord du Montana. On est vraiment au nord du nord. Et c'est un territoire qui est emblématique des dynamiques dont on vient de parler, puisqu'en fait, ce territoire est structuré par la présence d'un des deux parcs nationaux les plus emblématiques, donc qui est celui de Glacier, qui est très touristique, et à côté duquel se situe en plus une aire protégée, donc l'aire protégée Marshall Wilderness. Les Wilderness Areas, ce sont les aires protégées les plus coercitives. Ça correspond un peu à nos cœurs de parcs nationaux. C'est vraiment assez strict en termes de préservation. Et en fait, ces espaces protégés en fait, sont au cœur des activités touristiques et de l'économie récréative qui se structure vraiment sur la partie ouest du territoire. Et ensuite, je demande à partir de ce premier point, je montre dans ma présentation que en fait il y a des élus dans le New West et là je vais aborder la question de la gentrification et du caractère sélectif des dynamiques dont on a parlé et je montre qu'à l'échelle du parc national en fait cette dynamique élitiste elle est bien visible. Alors déjà elle est rendue possible par la présence d'un aéroport, alors certes petit mais qui permet des liaisons nationales et internationales très régulières qui sont exclusivement consacrées au tourisme et à l'économie récréative de Glacier, très clairement. Et en fait ça crée des mobilités récréative et touristique. Hop, petit point sémiologie graphique des mobilités, c'est forcément du linéaire et des flèches. Et donc mobilité récréative et touristique qui transite par les principaux axes routiers et qui s'adresse en fait à la principale porte d'entrée du parc national. Vous voyez qui est à l'ouest du parc national uniquement. Toujours à l'ouest. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une porte officiellement qui serait une porte d'entrée dans la partie est, mais qui n'est pas du tout une porte d'entrée prise par les touristes. On va en reparler. Et puis je montre du coup la petite ville de Whitefish qui bénéficie de cette économie récréative. C'est vraiment la parfaite petite station de ski qui connaît une importante gentrification. Vraiment, c'est une ville qui sent bourgeoise. Restaurants chics, magasins d'ameublement, matériel de ski, etc. Avec, alors j'ai pas mis de photos là, mais évidemment je leur montre la privatisation de l'espace public. Il y a plein de gated communities et notamment des golf communities. C'est-à-dire que c'est une gated communities autour d'un golf. Et puis, dans un dernier temps, je montre qui sont les exclus
qui sont les exclus en fait des dynamiques étudiées. Et donc je parle de la réserve indienne des Blackfeet. J'explique le conflit Badger to Medicine que j'ai très rapidement abordé avec vous tout à l'heure. Et en fait, ça permet de faire apparaître tout un système territorial qui est fondé en fait sur une inégalité, avec d'un côté en fait une porte ouest très marquée par le tourisme et l'économie récréative, et de l'autre côté une partie orientale qui est marquée au contraire par des difficultés socio-économiques. Et donc ça permet de montrer que c'est des difficultés, enfin des inégalités qui sont anciennes mais qui sont en permanence réactivées. Et ensuite sur le croquis, vous voyez apparaître petite ville ouvrière de l'Old West et très polluée, la Columbia Falls. Ça me permet en fait de parler de cette petite. Donc c'est une ville dans laquelle il y avait une usine d'aluminium jusqu'à ce que l'entreprise ferme en 2015. Et les prélèvements effectués ont montré la présence de cyanure et de fluorure. Et donc le territoire fait partie aujourd'hui de la liste des sites à décontaminer par l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Donc, et c'est un véritable stigmate pour la ville. Et là, en fait, la présence du parc national glacier ne compense pas cette dysaménité. Ce qui fait que lorsque les touristes et gentrifières prennent l'unique route pour rejoindre l'entrée du parc national, ils traversent Columbia Falls sans s'y arrêter. Jamais, en fait. C'est une ville qui ne bénéficie pas du tout de l'économie récréative, qui ne communique pas sur un statut de porte d'entrée du parc, alors que Whitefish, si on regarde tout le marketing territorial, Whitefish est la porte d'entrée du parc national de glacier, alors qu'elle est plus loin que Columbia Falls. Et ça montre bien à quel point une dysaménité environnementale, avec une ville ouvrière, en fait, elle est décisive et qu'il y a bien des enfers gris au sein du paradis vert. Voilà notre croquis complet. Alors je suis allée vite, mais bien sûr, je pourrais le diaporama, il est accessible, vous pourrez récupérer si vous voulez le croquis. L'autre mise en œuvre dont je voulais vous parler, c'est l'organisation d'un jeu de rôle qui s'appuie donc en fait sur un cas d'injustice environnementale réelle, en fait, que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse. C'est un jeu de rôle que je fais faire à mes étudiants en L3 dans le cadre d'un cours sur les inégalités et injustices environnementales. En fait, alors je vous explique un peu le cas dont il s'agit avant de vous parler du jeu de rôle. En fait, ce cas, c'est celui d'une grande crue qu'il y a eu en 1908 de la Clark Fork. En fait, vous voyez, la Clark Fork, elle va de... Peut-être que je vais peut-être changer de micro, me déplacer. La Clark Fork, elle va de Butte. Donc, ville ouvrière, vous vous souvenez, c'est la ville avec la grande mine de cuivre à ciel ouvert. Elle va de Butte jusqu'à Missoula. Missoula, c'est la ville gentrifiée dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, d'accord. Et donc, cette rivière Clark Fork, en 1908, elle connaît une crue importante qui fait que tous les déchets miniers de la région de Butte, tous les déchets du cuivre, eh bien, se répandent le long de la Clark Fork. Et en particulier, s'accumulent au niveau du Milton Dam, qui est un barrage, et qui joue son rôle de barrage, et donc bloque les sédiments aussi. Et en fait, lorsqu'on se rend compte que la ville est polluée, que l'eau de consommation de Missoula est polluée à l'arsenic, en 1981, donc ça fait quand même 70 ans qu'ils boivent de l'eau polluée à l'arsenic, donc on s'en rend compte en 1981, et en fait, vu que Missoula est une petite ville gentrifiée avec une surreprésentation d'ONG environnementales, tout le monde s'active pour demander ce qu'il y ait une décontamination du site. Donc il y a plein d'acteurs qui se réunissent pour travailler sur cette décontamination. Et avec un principe aussi pollueur-payeur, qui fait que parmi les personnes qui vont financer la décontamination, il y a l'EPA, donc l'État fédéral, incarné par cette agence de l'environnement, il y a l'État du Montana, la ville du Missoula, aussi l'entreprise propriétaire du barrage, l'entreprise de cuivre de Butte, qui est censée être le pollueur et payeur. Et parmi les ONG environnementales qui militent beaucoup pour cette décontamination, il y a notamment la Clark Fork Coalition, qui est donc une petite association qui vient de Missoula, composée d'habitants de Missoula, qui ont tous beaucoup de capital culturel. Parce que ce sont en fait des juristes de l'environnement, des chimistes, qui sont dans cette petite association militante et qui jouent un rôle très fort dans le projet de décontamination. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent en œuvre tous ensemble ? Alors, il faut du temps pour que tout le monde s'accorde. Donc, c'est seulement en 2000 que je retrouve la date. Je sais plus ce que c'est. Bon, peu importe. C'est dans les années 2000 qu'on a réussi qu'ils ont réussi à aboutir à la décontamination. Et en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce site du barrage ? C'est que
c'est les 3 R, vous savez, lorsqu'il y a une contamination, il y a d'abord la remédiation, c'est-à-dire qu'on enlève la saleté. Donc en fait, les sédiments ont été enlevés. Ensuite, il y a la... je sais plus pourquoi je me suis embarquée à parler des 3 R, je sais plus ce que sont les 2 autres R. Remédiation. Le dernier, c'est le redéveloppement. Et il y a la restauration. Exactement. Donc remédiation, restauration, c'est-à-dire qu'on restaure la faune et la flore, on réimplante des espèces. Et enfin, redéveloppement. Et donc le redéveloppement, c'est ce qui nous intéresse. Et qu'est-ce qui a été fait sur le site du barrage? Un state park, donc un parc d'État au niveau fédéré, qui en fait est pour le coup là l'échelon le moins coercitif en termes de protection de l'environnement. C'est vraiment pour un usage récréatif. Donc c'est vraiment pour soutenir l'économie d'aménité de la ville. On fait des randonnées, etc. sur ce site. Et aussi une golf community de plusieurs hectares, un truc monstrueux dans lequel on se déplace en voiturette de golf. Qui correspond aussi à des valeurs environnementales particulières, puisqu'en fait, on n'a pas le droit de faire de jardin potager sur le green, qui est alimenté en continu de pesticides et d'eau. Enfin bref, voilà, c'est très spécifique. Et donc, tous ces aménagements participent à alimenter en fait l'économie d'aménité, l'économie récréative de Missoula, très clairement, et à sa gentrification, puisqu'en fait, cette zone du barrage, c'était ici, à l'est de Missoula, qui est une zone qui était en fait qui était un quartier populaire. En fait, il y avait même beaucoup d'habitants en caravane. Vous savez, les RV parks, mobil-homes, pardon. Donc des mobil-homes très précaires. Et en fait, ça a participé au renouvellement complet du quartier, du profil socio-démographique du quartier, et à sa gentrification. Et ce d'autant plus qu'on se situe juste à l'est de l'université de Missoula. Et donc tous ces gentils professeurs d'université étaient ravis de pouvoir dorénavant habiter dans ce quartier réaménagé. Bon, ça c'est la success story racontée, qu'on retrouve en ligne partout, sur le site de l'EPA, sur le site de la Clark Fork Coalition, et c'est la belle histoire du renouveau vert du Montana. Sauf que ce qui n'est pas raconté, c'est qu'est-ce qui a été fait des sédiments contaminés. Et en fait, le scandale, c'est que pendant 2 ans, les sédiments contaminés ont été transportés en train dans la petite ville ouvrière d'Opportunity, qui porte mal son nom. Donc 2 ans d'aller-retour continu en train de ces sédiments contaminés pour être portés en fait dans une décharge à ciel ouvert qu'on retrouve ici, avec des petits chemins pour réussir à bien aller d'un point à l'autre. Donc décharge à ciel ouvert qui en fait contenait déjà des pollutions issues de la fonderie d'Anaconda. Donc en fait l'argument écologique c'était de dire c'est plus cohérent de regrouper toute la misère au même endroit. Donc mettons par-dessus ces déchets-là. En plus, ces sédiments sont plus lourds, donc ça va retenir les autres déchets. Et en plus, ils sont d'une composition chimique différente. Et donc, ils seront fertiles. Et donc, il y aura une capsule végétale qui va pousser. Bon, il n'y a aucune capsule végétale. Et quand j'y étais, à chaque coup de vent, il y a la poussière il y a la poussière qui s'envole. Et l'EPA a assuré aux habitants qu'ils ne craignaient rien. Et en même temps, leur a recommandé de ne pas avoir de jardin potager, de ne pas boire l'eau du robinet et de ne pas laisser les enfants jouer dans la terre. Et donc là, il y a un taux de maladie pulmonaire qui explose, donc avec énormément de cancer du poumon, dans la ville d'Opportunity, qui bien sûr est une ville donc ouvrière, qui essentiellement abrite des populations working class, donc qui vivent dans ce type d'habitat, et qui sont souvent d'ailleurs des retraités de la fonderie de cuivre d'Anaconda qui est juste à côté. Voilà. Pour l'injustice. Et donc là, évidemment, qu'il y a un enjeu de capitaux, c'est-à-dire que Missoula a une population qui est capable, qui est dotée de se défendre, de défendre son environnement par ses capitaux économiques et surtout la culturelle et sociaux, de contacter les bons réseaux, de comprendre comment lutter pour l'environnement, alors que la ville ouvrière d'Opportunity n'a ni les moyens ni les armes pour défendre son environnement. Donc là, on a une situation d'injustice environnementale forte. Et alors, à partir de ça, qu'est-ce que je propose? Donc je raconte cette histoire d'abord aux étudiants et ensuite j'organise un jeu de rôle pour que mes étudiants, en fait dans le cadre de mon cours, puissent s'approprier cette histoire. Donc en fait j'ai inventé un scénario de réunion publique. Donc ça pour le coup on arrive dans la partie fictionnelle puisque là ça n'est pas vrai. Donc scénario mars 2013, une journaliste du Missoulian vient de publier un article qui fait beaucoup parler dans le Montana. Elle y révèle que les sédiments contaminés du Milton Dam auraient en réalité tous été déposés dans la petite ville ouvrière d'Opportunity. Le scandale éclate, et c'est d'autant plus que la journaliste insinue que la Clark Fork Coalition, association tant respectée à Missoula, non seulement le savait, mais qu'elle aurait joué un rôle déterminant dans ce choix politique.
Une réunion publique est alors organisée par l'État du Montana, lors de laquelle sont invités les membres de la Clark Fork Coalition, l'ensemble de la population de Missoula, mais également celle d'Opportunity, particulièrement scandalisée d'apprendre par voie de presse l'origine des matériaux pollués dont ils et elles ont déjà ressenti les effets sur leur santé. S'il semble aujourd'hui trop tard pour réparer, la réunion doit permettre à chaque groupe de prendre la parole et de partager son vécu, l'État ayant organisé cette réunion avec l'espoir que cette crise ne se transforme en conflit de grande ampleur. Mais ces groupes sont-ils vraiment en mesure de s'écouter et se comprendre? Alors, voilà ensuite comment se déroule la réunion publique. Alors, les réunions publiques, puisqu'en fait, j'organise 2 réunions publiques pour diviser la classe en 6 groupes. C'est des TD on a des petits effectifs en géographie. En tout cas, l'image, c'est des petits groupes de TD, on les limite à 25-30 par groupe de TD. Donc, en fait, là, j'essaye de faire carrément mon groupe divisé en 6 sous-groupes, pour avoir des réunions publiques qui opposent à chaque fois 3 groupes d'acteurs. Donc d'abord prise de parole des habitants d'Opportunity, puis de Missoula, puis prise de parole de la Clark Fork Coalition. À chaque fois, ils doivent élaborer un discours construit de 15 minutes. Ensuite, débat, temps d'échange entre les groupes, et après, le groupe observateur, celui qui n'a pas participé à la réunion publique pour l'instant, élit le meilleur argumentaire. Alors, le but, c'est pas de les laisser comme ça dans la nature, avec cette consigne. En fait, je distribue des fiches d'acteurs pour les aider à élaborer leur discours. En fait, l'objectif, c'est de les aider à élaborer une stratégie en proposant différentes pistes. Donc, ils ont le choix entre plusieurs positionnements. Par exemple, les habitants d'Opportunity, je leur dis que votre objectif lors de cette réunion publique, obtenir réparation. Que cela signifie-t-il pour vous, que vous soyez entendus, compris, que les responsables soient punis ou qu'une solution soit trouvée? Pour Missoula, leur objectif, ne pas paraître coupable et égoïste. Comment allez-vous vous y prendre en justifiant la décision prise, en surjouant la naïveté ou en proposant des solutions réparatrices? Et la Clark Fork Coalition, l'objectif, c'est sauver votre peau. Comment allez-vous vous y prendre en justifiant la décision prise, en vous excusant ou en faisant preuve de mauvaise foi? Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois sur la fiche, il y a ensuite une liste de points qui les aident à élaborer le discours. Et en fait, alors l'objectif, c'est pas moi juste qui construise des discours, évidemment, par principe. Hein. C'est en fait de les amener en fait à travailler sur la représentation et les pratiques des différents groupes. C'est pour ça qu'ils vont devoir chaque groupe réfléchir en fait comment, selon ce groupe propre, ils considèrent les activités extractives, comment ils considèrent les activités de nature, comment ils hiérarchisent leurs priorités au quotidien. Parce qu'évidemment, entre l'enjeu économique ce qu'on disait tout à l'heure, de l'angoisse de la fin du monde et l'angoisse de la fin du mois, on a vraiment des groupes avec des positionnements différents. Ce travail préalable est très important et en fait, je leur demande de me rendre un travail préparatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un document préparatoire où ils doivent expliquer leur stratégie, justement, quelle est la leur par rapport à l'encadré, et répondre à ces points-là, en fait, pour qu'on puisse déjà, ensemble, être clair sur le discours et que le discours, ce soit pas que juste un effet de rhétorique, mais que ça corresponde vraiment à des objectifs. Et puis vient ensuite le temps des discours. Alors ça fait 3 ans que j'ai organisé ce jeu de rôle. Et chaque année, en fait, j'ai été assez sidérée par l'investissement des étudiantes et des étudiants. Alors, il y a certains qui sont très à l'aise avec le principe de la mise en scène et qui jouent vraiment sur des effets rhétoriques. Alors, par contre, j'impose pas de participer, de prendre la parole, en fait. C'est-à-dire que je veille à ce que chacun participe à sa manière à l'élaboration du discours, mais je veux pas forcer la main des plus timides. C'est pas quelque chose qui, pour moi, a du sens. Donc, ils s'organisent entre eux pour voir qui parlera. Parfois, tout le monde prend la parole, parfois que quelques-uns. Et alors, il y en a qui se prennent tellement au jeu qu'ils s'amusent à faire des photomontages en imaginant des fausses pétitions en mettant le nom de leurs camarades des autres groupes dans les pétitions. C'est vraiment énormément d'humour. Ah oui, il y a plein d'autres jeux de mots. Toujours en photomontage, en constituant de fausses archives de photomontage. Donc ça, c'est la photo d'un étudiant. Donc en faisant croire qu'il est avec le fondateur d'Arco, qui est le propriétaire de l'entreprise de cuivre. Donc là, c'est un photomontage, c'est le visage d'un de mes étudiants, pour montrer que l'entreprise que le membre de la Clark Fork est compromis. Et puis des faux articles de presse, là aussi avec photomontage. Donc on met des étudiants à proximité en coprésence des vrais acteurs en fait de la situation. Bon, et pour conclure là-dessus, parce que je veux pas trop déborder, en fait, au-delà de cet humour, en fait, la vertu de ce jeu de rôle, c'est clairement de réhumaniser les cas d'études que je traite habituellement et de leur faire prendre
conscience déjà que l'injustice environnementale, c'est un sentiment. Et en fait, c'est assez touchant de voir la manière dont ils se prennent au jeu. Parfois, ils s'emportent vraiment. En fait, ils se sentent incompris, ils trépignent et non entendus. Et en plus, devoir imaginer en fait les représentations et les pratiques d'un groupe social qui n'est pas le sien, ça induit en fait un repositionnement qui amène à reconsidérer aussi la complexité des situations individuelles et collectives telles qu'elles sont vécues. Voilà, donc je trouve que c'est vertueux, on y passe un peu de temps, mais je vois qu'après le rapport à mon cours, parce qu'à côté de ça, je fais un cours magistral, voilà, plus structuré, en 3 parties, vous avez deviné. Mais je trouve que ça fait vraiment évoluer le rapport qu'ils ont ensuite au cours plus théorique. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous le souhaitez.